Après 6 ans d'attente, Apple a enfin dévoilé un nouveau Mac Pro. Cette surpuissante station de travail répond-elle aux besoins de tous les pros? Pourquoi est-elle si chère? Son design va-t-il inspirer les futurs iMac? Retour également sur macOS Catalina. La bêta du futur OS du Mac nous a-t-elle convaincus? Débat. Bonjour à tous, vous regardez On refait le Mac alias ORLM, très heureux de vous retrouver à 42, l'école qui forme les futurs talents de la tech. Je vous invite à visiter notre site internet www.onrefaitlemacom. Non seulement vous retrouvez nos 339 émissions, et oui déjà, mais également des news sur l'activité d'Apple et de la tech en général, avec comme chroniqueur cette semaine en plateau à mes côtés, j'ai beaucoup de chance, notre consultant en stratégie numérique, Stéphane Zibi. Bonjour Stéphane. Bonjour Olivier, bonjour à tous. Voilà, tu n'as pas amené de Mac Pro forcément puisqu'il n'est pas encore sorti, non. mais on sait déjà presque tout du Mac Pro. Et je ne l'apporterai, je pense, jamais. Oui, il est un petit peu cher, mais on en reparlera dans un instant. En duplex, un photographe, vidéaste, réalisateur pour qui l'arrivée du Mac Pro est attendue comme le Messie, Emmanuel Pampuri. Bonjour Emmanuel. Salut Olivier. Ça va bien? Ça va très très bien. Emmanuel, on ne te présente plus, mais un petit peu quand même. Un petit peu quand même, ouais. Ouais, tu as une chaîne YouTube qui marche super bien, déjà, faut le dire. J'ai une petite chaîne YouTube qui fête ses 10 ans cette année. Voilà. On retrouve tes productions et surtout des tests, des revues de ce qui fait au quotidien, à savoir tout ce qui est photographie et caméra, quoi. Oui, caméra, objectif, micro, lumière, machinerie, tout ça. Des trucs pour les geeks lumineux. Voilà, et moi je connais très bien un geek lumineux qui est en duplex lui aussi, mais cette fois-ci de Lausanne, qui est lui un fan de vidéo et de photographie et de ta chaîne. Il attend lui aussi avec impatience un nouveau Mac Pro, il va nous donner son avis. Didier Poulicani, bonjour Didier. Et oui, moi je suis un des premiers fans d'Emmanuel, je trouve ça super. Tout ce qu'il fait, tout ce qu'il partage, même si c'est des domaines de niche, mais il n'y en a pas beaucoup comme ça qui ont un niveau pareil, donc c'est vraiment cool. Bah écoute, moi j'ai commandé 3-4 Mac Pro, parce que vu le prix, vu comme c'est donné, autant pas se priver, non? Ouais, t'en as pris un camion, c'est ça? J'ai dit. Mon Dieu, quand tu vas être obligé de faire les tests, ça va chiffrer sévère. Et enfin, un de nos contributeurs Ulule, qui a participé à notre campagne de crowdfunding en fin d'année dernière, Gabriel Lamont. Bonjour Gabriel. Bonjour Olivier. Alors Gabriel, tu nous appelles d'où? Tu es en visioconférence, tu es où là Gabriel? Je suis à Lausanne. Ah voilà. Je pense que je dois être à quelques centaines de mètres de Didier, mais voilà. Alors est-ce que tu peux te présenter en quelques mots Gabriel? Oui, alors très rapidement, je travaille dans le secteur de la finance, mais j'ai aussi une grande passion pour la technologie depuis mon adolescence. Et j'ai pas toujours été fan de Mac. Pendant mon adolescence, j'ai assemblé des PC. Et c'est seulement, je dirais, il y a un peu plus d'une dizaine d'années et j'en avais même fait un business. Ouais, et ça fait seulement depuis une dizaine d'années que j'ai gentiment basculé vers le Apple, quoi. Ouais. Et aujourd'hui, je suis équipé du MacBook, iPad, iPhone, AirPod, comme vous pouvez le voir. Ouais. Mais probablement, je ne le serai jamais d'un Mac Pro. N'allons pas trop vite, on va essayer de te convaincre, tu vas voir. Et pourquoi on refait le Mac? C'est une question indiscrète, mais qui m'intéresse au premier chef. Pour moi, c'était une facilité aussi pour nourrir de l'information et des évolutions du monde Apple. Et puis aussi l'occasion de voir un petit peu un débat, pas simplement lire des articles, mais vraiment c'est le côté talk en fait qui m'a amené. C'est la seule émission où j'ai ce format-là pour suivre l'écosystème Apple. En tout cas, merci de ton soutien. Gabriel, retour donc au sujet principal de cette émission, le Mac Pro, avec le sondage de la semaine. Stéphane, quel est le sondage? Quelle était la question qu'on a posée sur le compte Twitter de On fait le Mac cette semaine? Alors Olivier, cette semaine, le sondage de la semaine, qui est la réponse à la question qu'on vous a posée sur le compte Twitter d'On refait le Mac, était: que pensez-vous du Mac Pro? À 55% du sondage, c'est trop cher. 27% enfin un Mac modulaire. 12% mais aux composants propriétaires. On va en parler. Et 8% on veut un modèle à prix correct. Et il y a eu 150 votes pour cette question. Alors messieurs, vos réactions, $5 999, c'est désormais le ticket d'entrée du Mac Pro, qui n'a eu de cesse de grimper au fil de ces diverses générations. Regardez ce slide également. En 2002, le Power Mac G5, qui était
une station de travail emblématique qui est apparue donc en 2002, coûtait $1 999. Alors bien sûr, c'était en 2002, donc il y a l'inflation. Donc on l'a calculé, il y a des calculateurs sur Internet qui permettent de le faire, notamment le calculateur de l'INSEE. Ça donne un tarif de $2 487. En 2006, il y a eu la première version du Mac Pro qui était tarifée $2 499. Donc avec l'inflation, on monte à $2 933, donc toujours en dessous des $3 000. Et enfin en 2013, la dernière version du Mac Pro, le baril de lessive à $2 999. Et avec l'inflation, donc là c'est plus récent, ça fait un total de $3 148. On est loin des $6 000. On va peut-être commencer avec Didier ou Emmanuel, peut-être, pour qui veut prendre la parole. Vu qu'Emmanuel, il va te dire que c'est pas cher, moi Ouais. je vais te dire que c'est cher. Alors, Non, mais allons-y. on va avoir tous les deux raison, mais en fait, la question, c'est le prix, finalement, qu'est-ce qui est cher, qu'est-ce qui est pas cher dans l'absolu, rien du tout. C'est-à-dire que tout dépend du public visé. Effectivement, pour des gros studios, voilà, tu vas chez Disney, chez Pixar ou dans des gros studios audio, ils s'en fichent de mettre 10, 20, 30 000 balles dans Bien une sûr. machine. Après, est-ce que le public historique à qui on avait promis un Mac Pro il y a 2 ans sans leur dire ça, est-ce que lui qui a attendu, qui n'a pas acheté l'iMac Pro, tu vois, tous ces gens qui ont eu des fois, même qui ont encore les vieux Mac Pro Tour, eux vont le trouver horriblement cher, puisqu'en plus, ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'à 6 000 balles, tu n'as rien du tout dedans. C'est-à-dire que tu as l'équivalent en puissance d'un petit iMac 5K, quoi. Et c'est vrai que pour tous ces gens qui se projetaient là-dessus, qui se projetaient aussi sur l'écran, même des fois, il y en a qui voulaient juste l'écran, tu vois, pour la coller à leur MacBook Pro, c'est un petit peu la douche froide. Donc, moi, je comprends un peu effectivement, que les gens te répondent ça, mais effectivement, la vraie cible de cette machine ne vont pas le trouver très cher. Allez, la réponse d'Emmanuel, et après on enchaînera avec Stéphane et Gabriel. Emmanuel. Moi, de mon côté, oui, forcément, c'est cher, surtout pour l'entrée de gamme. Apple nous avait habitué à sortir des entrées de gamme dans ces gammes pro un petit peu plus accessibles. Et il faut quand même garder en tête, en effet, que ça s'appelle Mac Pro, que c'est pas pour rien, que ça s'adresse à un public vraiment professionnel de la post-production, audio, vidéo, les photographes, designers, architectes et compagnie qui en général, n'hésite pas à mettre les moyens parce que c'est des outils de production qui sont censés rapporter de l'argent. Et quand on fait des comparatifs face à la concurrence dans le monde PC, à composants équivalents, il n'y a rien de dramatique pour l'instant. On va y revenir au tarif du PC parce que notre ami Virgile nous a préparé ça pour cette émission. Merci à lui, même s'il n'est pas là aujourd'hui. Peut-être même avec Gabriel, la plupart des utilisateurs, tu le disais... Emmanuel aspirait à un Mac professionnel plus modulaire, ça ils l'ont eu, mais c'est vrai que le précédent modèle n'était pas du tout modulaire, la version en forme de baril, que dire de l'iMac Pro, mais on sentait qu'il valait plutôt un tarif plus proche des $3 000, un tarif d'un gros PC en clair, comme il y avait, comme le disait Emmanuel il y a quelques années, on l'a vu sur le graphe précédent, des PowerMac ou des Mac Pro qui étaient parfois un peu bridés, c'est vrai, mais qui étaient quand même modulaires. C'est ça peut-être qui manque aujourd'hui, Gabriel. L'amélioration de la modularité me semble être effectivement une bonne chose qui était attendue, ce qu'on trouvait beaucoup dans le monde des PC, puis qui faisait un peu défaut dans le monde des Mac. Maintenant, voilà, j'ai aussi le même sentiment si je reviens sur la question du prix. Au premier abord, on a l'effet Apple. C'est toujours à chaque génération, on a l'impression qu'on essaie de faire un petit uptick dans le prix. C'est un fait. Puis d'un autre côté, je pense qu'il faut, comme ça a déjà été dit, pas oublier le marché, le public cible, c'est vraiment un public de pro. Donc typiquement, ça n'est pas moi. Moi, je risque probablement jamais de l'acheter parce que je n'ai pas aujourd'hui l'utilisation pour ce type de machine. Mais si je me mets à la place d'un professionnel, et puis en regardant aujourd'hui à quelle vitesse la puissance des outils évolue, je pense que ça sera pas vraiment la question. Ça sera plus, je dirais, le temps gagné dans un projet ou dans l'exécution de ce projet-là, je dirais qu'il va compter, et le fait d'avoir facturé $1 000 ou $2 000 de plus va pas peser lourd. Donc, je comprends un peu les deux approches, mais j'en serai pas client. Stéphane. Dans la continuité de ce qui a été dit, c'est vrai que un professionnel peut amortir sur plusieurs années, plusieurs exercices, ses investissements, dont son ordinateur qui est son principal outil de travail. À la rigueur, si j'avais été Apple, j'aurais même été je n'aurais pas hésité aussi. Non, ce qui est juste un petit peu agaçant, là pour le coup, c'est de payer des pieds, des choses comme ça qui viennent alourdir la note.
c'est comme si c'était une taxation de force, quoi, ou de la vente forcée d'une certaine manière. Alors que bientôt, on va acheter en option les lettres de notre clavier. Je ne sais pas. Ouais. Didier, on sentait qu'il y avait quand même une attente d'un ordinateur modulaire à un prix relativement raisonnable. En gros, on aurait pu imaginer les composants de l'iMac Pro dans une tour. En gros, l'idée, ça aurait été suffisant au bonheur de pas mal d'utilisateurs de Mac. Ce qui explique surtout peut-être l'engouement du Hackintosh qu'on observe depuis de nombreuses années, enfin plusieurs années maintenant. Tu en es un témoin privilégié, Didier. Est-ce que tu penses que cette machine va pas éradiquer, mais du moins ralentir ce phénomène du Hackintosh, pour résumer, utiliser un PC en installant macOS dessus? Bon, le Hackintosh, je pense que ça reste malgré tout marginal, enfin même s'il y a pas mal de gens autour de nous qui se mettent à faire ça, mais C'est quand pas même des si marginal systèmes que ça dans l'univers de la vidéo. Non, mais disons Emmanuel que ça, t'arrives à faire des configs pas trop mal, mais c'est vrai que après c'est des machines souvent qui sont figées. Si les updates de Final Cut Pro que tu as besoin, les plugins qui se mettent à jour, voilà, tu as mis une carte Nvidia, il n'y a plus de pilote Nvidia. Enfin, moi, je l'ai vu, là, le Hackintosh qu'on a monté il y a 1 an ou 2, on avait fait un super tuto et tout. Bah, aujourd'hui, tu peux pas mettre le dernier système, etc. Donc, c'est assez compliqué, en fait, à maintenir malgré tout. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, inversement, ces machines-là, pour moi, je jouent pas dans la même course. C'est-à-dire que c'est des machines où les gens achètent pas des Xeon, ils achètent des Core i7, i9. Donc ça peut être quand même assez intéressant. Et surtout, c'est des machines qui offrent vraiment de la modularité et de l'évolutivité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu achètes un iMac Pro, il est très très bon à un instant T. C'est-à-dire que c'est une bonne machine. Mais là, on est déjà, par exemple, à une année plus 1. La carte graphique, elle commence à vieillir un peu. Tu as tout un tas de composants qui vieillissent, mais le cœur de la machine, finalement, ne vieillit pas tant que ça. Les processeurs sont encore pas trop mal. Mais en attendant, voilà, tu as eu l'iMac 5K qui est monté à 8 cœurs. Enfin, c'est assez frustrant au bout d'un an et tu peux pas la faire évoluer. Donc, en fait, tu la rentabilises jusqu'au bout et après, tu vas la changer, tu vas tout racheter alors qu'il y a des composants qui marchent. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, Apple, ils veulent plus du tout en fait de ce public-là qui était prêt à mettre un petit peu d'argent, quand même, peut-être 4 000 euros maximum, sur des configs qui étaient quand même assez blindés. Et là, aujourd'hui, ils n'ont pas grand-chose en face. C'est-à-dire que tu as les iGPU avec les Mac mini, mais au niveau puissance, on n'est pas encore tout à fait dans le coup non plus. Et puis, le stockage, d'avoir du stockage interne, c'est quand même pratique. Et là, tu te retrouves aujourd'hui avec beaucoup de gens, je pense Emmanuel, il va un peu là-dessus aussi, c'est tu achètes ton MacBook Pro, puis tu as des pieuvres autour, tu as des RAID, tu as des iGPU et tout. Ça te coûte quand même cher aussi. Donc voilà, tu étais prêt à dépenser ce truc-là, mais bon, tu le mets dans d'autres machines. Emmanuel, vraiment marginal encore le Hackintosh dans le secteur des pros de la vidéo? Oui, ça reste assez marginal. Il y a quand même, on a besoin d'avoir des outils qui fonctionnent et on a besoin de pas passer son temps à mettre les mains dans le cambouis, comme on dit. Donc, le Hackintosh, c'est intéressant quand on a du temps pour expérimenter et qu'on est dans l'absolue nécessité de faire des économies et d'avoir quand même de la puissance. Moi, ça fait des années que ça me titille et à chaque fois que j'ai un pote qui me dit « Ah, je peux pas faire la mise à jour parce que patati patata », je me dis je préfère avoir un Mac Pro d'ancienne génération sur lequel je vais peut-être avoir des performances qui seront un petit peu en dessous. Mais moi, typiquement, je travaille encore avec le Mac Pro cylindre 2013, qui est une machine qui, certes, a des soucis de fiabilité, qui était évolutive, mais que par l'extérieur, par une promesse de Thunderbolt qui était peut-être un peu trop tôt, en fait. Et ça, peut-être qu'on y reviendra sur le nouveau Mac Pro. C'est vrai que c'est surprenant qu'ils aient fait cette architecture qui est très PC, avec une évolution interne, alors qu'ils nous ont fait... rêver pendant des années sur l'évolutivité externe via avec le Thunderbolt. Mais donc, voilà, le Hackintosh, pour moi, ça reste encore un épiphénomène. Alors, paradoxalement, tu le soulignais, Emmanuel, le discours d'Apple durant la keynote il y a 15 jours, 3 semaines déjà, était d'affirmer que le Mac Pro n'était pas cher si on commence à le comparer ne fût-ce qu'à la Mac Pro. Jugez plutôt, regardez, effectivement, le Mac Pro était à peu près à $6,000 contre $5,000 pour l'iMac Pro. Donc $1,000 de plus, mais une puissance bien supérieure. Alors, le seul critère où il est défaillant par rapport à l'iMac Pro, c'est le stockage. L'iMac Pro a un standard 1 Tera de SSD. C'est vrai, 256 Go sur une machine Pro. Ça peut faire bondir. Bref, on aurait pu imaginer, donc on l'a dit, peut-être un Mac Pro avec des composants un peu moins, pas aussi pointus et à un tarif un peu plus abordable à moins de 3 000 euros. Ce n'est pas le choix d'Apple. Apple a préféré continuer à marteler que c'était une station de travail, tu l'as dit, et bien moins cher que la concurrence. Et on a essayé de le vérifier en allant sur le site d'HP et Dell, jugez plutôt. Du côté de HP, on a choisi le HP Z8 G4 Workstation. Alors, il ne dispose pas vraiment des dernières générations depuis ce Xeon d'Intel, mais on a essayé de faire une
une configuration qui avoisine et on a sélectionné vraiment ce qui était le plus proche et on arrive à un prix de 8 832 $. Et encore, c'est une promo, hein, le prix normal est de 11 040 $. Du côté de Dell, on a choisi un Precision 7920, vraiment à configuration équivalente, encore une fois, hein, parce qu'on n'a pas exactement tous les mêmes composants. Et on arrive à un total de 5 882 $, donc légèrement en dessous du prix du Mac Pro. Donc là, sur ce point, Didier, la promesse est tenue. Oui, clairement, mais de toute façon, en fait, ce qui va te coûter cher quand tu achètes ces machines-là, enfin, je ne sais pas si Emmanuel en parlait au tout début, mais c'est absolument pas les machines, en fait. C'est-à-dire que ça va arriver dans des boîtes, en fait, qui vont avoir des dépenses qui vont être faramineuses. C'est-à-dire que l'entrée de gamme, qu'elle soit à 6 000, 8 000 ou 9 000, de toute façon, les gens, ils vont se faire des configs à 20 ou 30 000. Oui, avec beaucoup et puis, de ils vont mémoire, rajouter par des exemple. cartes qui valent des fois 50 000, 100 000 balles. Ne fût-ce Donc, que la mémoire. Voilà, donc Quand en on fait, sait- le prix, Ouais. c'est complètement abstrait, finalement. On s'en fiche, tu vois, on est absolument pas à 1 000 € près. Tu sais combien facture Dell aujourd'hui pour ses stations de travail? 2 Tera de RAM, ce qu'on pourra faire aussi sur un Mac Pro. 72 000 €. Voilà, donc ça vous donne une idée des tarifs qui vont monter. En Mais fait, c'est de la mémoire ECC, hein, c'est quand Ouais. même de la mémoire qui permet de ne pas avoir d'erreur, donc ça, c'est extrêmement important hein, quand tu fais ouais, du- mais 72 000 €. Je sais pas si tu vois. Mais bon, il y a intérêt qu'il n'y ait pas d'erreur à ce prix-là. Et puis c'est surtout le prix du moniteur Pro, hein, le Pro Display XDR, pardon, qui a beaucoup fait tousser. Un écran Retina 6K à 32 pouces. Luminosité de 1600 nits, contraste de 1 million par 1, angle de vision extra large. Bien sûr, il intègre les ports Thunderbolt 3 pour un prix de 4 999 $. Et encore, sans le traitement anti-reflet. Hein. Si vous voulez le traitement anti-reflet, c'est 1 000 $ de plus. Et bien sûr, le fameux plié à 999 $, baptisé ProStand, avec plusieurs inclinaisons possibles dans le mode portrait. Voilà, alors là, ça a fait beaucoup tousser là, Emmanuel. Qu'est-ce que tu en as pensé de cet écran 6K? Encore une fois, Apple a été chercher un modèle de Sony beaucoup plus cher, un modèle de calibration, hein, un modèle de production hein, pour faire de l'étalonnage, un 30 pouces 4K de Sony, le BVM, c'est ça, X302, et il coûte, c'est vrai, plus de 37 000 €. Le monitoring, c'est quelque chose qui est très important quand on travaille dans les arts visuels, photographe, vidéaste, designer et ainsi de suite. On est au commencement d'une ère où on parle d'une technologie qui prend de plus en plus de place dans les livrables qu'on a à produire pour nos clients, donc il y a la norme HDR avec le Dolby Vision, le HDR10 et compagnie. Et aujourd'hui, les vrais moniteurs dits broadcast professionnels, en effet, ce fameux BVM de chez Sony, qui est un peu le maître étalon de la profession, on est sur des factures qui sont au-delà de 30 000 €. Si on regarde même ce que fait, par exemple, un excellent constructeur de moniteurs qui est très apprécié aussi, qui est dans l'alternative, le moniteur de chez Eizo, ils ont un moniteur qui est à 24 000 € hors taxe, qui s'approche en théorie des performances qui ont été décrites sur le papier. Donc voilà, encore une fois, tout est relatif. Oui, c'est cher pour un moniteur, mais il va falloir faire un lien avec les performances qui sont proposées par ce type de produit. Donc pour quel usage typiquement ce moniteur, Didier, tu le destines toi personnellement? Mais juste pour finir sur le prix, finalement, il n'est pas assez cher. Oh bah. Parce que non, mais les gens ont tendance à comparer ça avec ton LG 5K oui, qu'on mais vendait 500 balles. C'est C'est ça le problème. Ouais. C'est qu'en fait, comme dit Emmanuel, on est sur du monitoring, des écrans pour faire de l'étalonnage. Ouais. Et en fait, c'est des écrans, même la petite production vidéo d'une petite PME, elle utilise des fois pas des écrans comme ça. Donc on est dans les studios de cinéma, là. C'est vraiment un autre monde, en fait. Oui, ou des séries télé. Gabriel, qu'est-ce que ça t'inspire ce prix et surtout le prix du pied? Bon, on peut imaginer qu'il n'est pas cher, allez, comparé au Sony, mais un pied à 1 000 $, ils ont à 999 $, ils ont fait fort. On n'a pas le prix en euros encore, Gabriel. Je ferai la distinction effectivement entre l'écran et le pied. Pour moi, le pied, c'est juste de l'opportunisme. Je pense que voilà, si on a déjà mis, c'est un petit peu comme les options chez Audi ou chez BMW, hein, on commence avec quasiment rien. Et puis, si on a commencé à dépenser un budget de 50 000 ou 60 000 francs, finalement, qu'est-ce que c'est de mettre 5 ou 10 000 de plus? Même si ça reste toujours de l'argent. Ça, c'est pour l'histoire du pied. Donc ça, je trouve, c'est de l'opportunisme. Par contre, en ce qui concerne l'écran,
Là, je me dis, je pense effectivement, il faut vraiment comparer à caractéristiques égales. Et puis aussi, alors, est-ce que le gain de qualité se ressent également sorti au niveau du produit qu'on va livrer à son client? Et dans ce cas-là, je pense que ça a de la valeur. Est-ce que ça permet, selon la performance, là on parlait avant du Mac Pro, mais de la machine, aussi de gagner du temps, donc gagner de l'argent ou bien de pouvoir facturer des prestations plus chères? Je pense que là, on peut vite s'y retrouver. Mais je ferais bien la distinction entre les caractéristiques où il y aura un véritable impact sur le résultat. Ça, c'est pour moi la partie où on accepte de payer cher. Et puis de l'autre côté, la partie opportuniste, parce qu'on a déjà un budget de base qui est très important. Alors, quels usages pour ce Mac Pro? On va s'intéresser à ce qu'il a sous le capot, mais d'abord place à la question stockage. Quel format pour mon disque dur? Au moment de l'achat d'un disque externe, celui-ci est normalement formaté, mais pas toujours dans un format optimisé pour Mac. Aussi, quel format choisir? Primo, sachez que si vous souhaitez formater un disque, toutes les données qui y sont stockées vont être effacées. Pensez donc à les sauvegarder. Pour formater votre disque, lancez l'utilitaire de disque de macOS 10. Il se trouve dans le dossier utilitaire, lui-même situé dans le dossier application. Une fois lancé, sélectionnez le disque à formater et cliquez sur effacer. Sélectionnez ensuite le format de votre choix. Si votre Mac est récent et fonctionne sous macOS 10 High Sierra ou Mojave, choisissez le format APFS. Attention, si vous souhaitez brancher votre disque externe sur un autre Mac plus ancien, ne fonctionnant pas sur une version récente de macOS 10, choisissez plutôt macOS étendu journalisé. Si votre disque a pour but d'héberger une sauvegarde Time Machine ou encore un clone bootable de votre Mac, sélectionnez également le format macOS 10 étendu journalisé. Attention, un disque formaté en APFS ou en macOS étendu n'est lisible que sur Mac et non sur un PC. Pour partager un disque entre macOS et Windows, sélectionnez plutôt le format exFAT. Retour en plateau et retour donc sur le Mac Pro, on va s'intéresser à la puissance et vous allez voir, c'est la puissance à tous les étages. Le tout nouveau Mac Pro, donc là, ils ont fait fort, Apple, avec un tout nouveau processeur Xeon W intégrant jusqu'à 28 cœurs, donc ça va beaucoup plus vite que le l'iMac Pro et que bien sûr l'ancienne génération de Mac Pro qui n'avait pas évolué quasiment depuis 4 ans. L'entrée de gamme, ça reste un 8 cœurs, 3,5 GHz. On va regarder ce que ça donne en termes de comparaison. C'est difficile d'étalonner ça, Didier, aujourd'hui. On a quelques chiffres sur le site d'Apple, mais ça reste encore assez flou d'avoir le gain de puissance intrinsèque. Je pars de la puce en elle-même. Qu'est-ce qu'elle apporte de plus par rapport aux générations précédentes? Oui, on est sur du très haut de gamme Xeon. D'ailleurs, c'est de la petite série, c'est aussi pour ça que ça coûte cher. Intel n'a pas encore Cascade annoncé... c'est comme ça que ça s'appelle. C'est voilà, ça. on n'a pas encore tous les détails, mais effectivement, c'est des processeurs qui sont très gros, qui ont beaucoup de cœurs, qui sont capables de maintenir donc leur fréquence pendant très longtemps. Il n'y a pas de problème de surchauffe comme on a sur, par exemple, les iMac. Et c'est vrai que c'est des processeurs aussi qui offrent beaucoup de lignes de PCI Express, donc ce qu'on va mettre en fait, ce qui va permettre de mettre toutes ces cartes à l'intérieur de l'ordinateur. Moi, ce que je me suis étonné en voyant ça, c'est Apple a toujours fait des biprocesseurs, sauf sur le modèle 2013, mais il y avait quand même des contraintes au niveau thermique, sur plein de choses. Là, ils ont une grosse tour. Alors, c'est cool d'avoir un 28 cœurs, mais ça aurait été mieux d'avoir encore 2 fois 8 cœurs, enfin, des fois, ça coûte moins cher d'en avoir 2, tu vois, que d'en avoir un gros. Donc ça, je sais pas. Tu vois, Emmanuel, peut-être tu pourrais nous en dire plus sur, effectivement, est-ce que les programmes aujourd'hui sont suffisamment optimisés en multi-GPU pour se passer des cœurs? Moi, j'en suis pas persuadé. Quand je vois même Final Cut Pro, tu doubles le nombre de cœurs, tu doubles presque les perfs, alors que c'est pas du tout le cas des fois avec les GPU. Emmanuel. Ça dépend des logiciels. Il y a des logiciels qui sont vraiment utilisés comme Resolve, par exemple, que tu cites souvent toi, dans tes tests, qui exploitent un peu mieux les GPU. Et c'est vrai que dans les applications typiquement pure graphisme, visuel, vidéo, photo, tout ça, le GPU a tendance à prendre le dessus. Mais pour moi, c'est assez logique par rapport à l'évolution justement de la répartition de la charge de travail entre le CPU et le GPU. Surtout que ça reste quand même des pros assez dingos et assez hors normes, quoi. Ouais. Restons sur le GPU avec toi, Emmanuel. Il y a quand même un choix une philosophie totalement différente qui a été optée par Apple pour ce nouveau modèle de Mac Pro. Souviens-toi, il y a 4 ou 5 ans, lorsque la précédente génération était arrivée, Phil Schiller, qui n'était pas lors de la keynote il y a 15 jours, insistait sur le fait que c'était une machine différente de ses concurrents parce qu'elle avait 2 cartes graphiques, 2 GPU. Alors ces machines peuvent être équipées de 2 cartes graphiques, mais en standard, c'est plus le cas. Pourquoi? Parce que ça correspondait plus à la demande des vidéastes professionnels.
La demande des vidéastes professionnels, c'est difficile de généraliser. C'est vrai que les gens qui ont besoin de performances brutes ont besoin d'une multiplicité de GPU, notamment pour tout ce qui touche à l'étalonnage et à la 3D. Mais la vraie question, c'est plutôt, on verra certainement tout à l'heure, sur le choix encore exclusif des GPU Vas-y, AMD, vas-y. qui ferme un petit peu la porte à certaines utilisations. Voilà, même si AMD semble vraiment revenir très très fort dans la course avec des processeurs graphiques qui ont des performances de très haut niveau et qui viennent vraiment concurrencer le monopole de Nvidia de ce côté-là. Voilà, moi je trouve ça dommage que ça soit encore relativement fermé à ce niveau-là et qu'on puisse pas avoir le choix de son processeur graphique. Tu l'as dit, Emmanuel, donc Apple continue à miser exclusivement sur AMD et la dernière génération de cartes graphiques dont le Mac Pro dispose en exclusivité. Donc il y a plusieurs cartes graphiques. Il y a la AMD Radeon 580X avec une puissance de 5,6 teraflops. Ensuite, vous avez la AMD Radeon Pro Vega qui monte jusqu'à 14,2 teraflops. Et enfin, le haut de gamme, la AMD Radeon Pro Vega 2 Duo qui a une puissance, je ne vais pas dire de bêtises, supérieure à 28,4 teraflops, donc c'est du lourd. Didier, comment on peut expliquer cet entêtement d'Apple à vouloir imposer un seul fournisseur de cartes, alors qu'historiquement, eh bien, on avait le choix auparavant, même dans les portables, souviens-toi, entre Nvidia et AMD. Oui, bon, c'est vrai que cette histoire, elle commence à peser depuis longtemps, mais il ne faut pas oublier aussi que AMD est très souple avec les constructeurs. C'est pour ça qu'ils travaillent aussi avec ceux qui font des consoles, puisqu'ils vont te faire du hardware qui est justement très adapté à ce que tu veux, avec des tarifs qui sont, à mon avis, extrêmement bas. On n'a pas les chiffres, évidemment. Et c'est vrai que toute cette, cette coordination, ces ressources qui sont mobilisées, je pense qu'elles sont sous condition. C'est-à-dire que je pense que Nvidia doit être, entre guillemets, censuré par AMD. Et moi, les échos que j'ai eu aussi, c'est que c'est très difficile de travailler avec Nvidia. D'ailleurs, Tesla s'en est séparé là, il n'y a pas très longtemps, je ne sais pas si tu as vu. Et Nvidia a des partenariats beaucoup moins forts comme ça dans tous ces équipements. Donc, je pense qu'il y a un petit peu de ça aussi. Et puis là, c'est vrai que c'est d'autant plus étonnant qu'Apple maintenant a bloqué les pilotes de Nvidia. C'est-à-dire que je pense que c'était dans l'attente de l'arrivée du Mac Pro. Et aujourd'hui, tu as un Hackintosh là avec une dernière GeForce 2080, etc. Tu peux pas mettre le dernier système parce qu'il n'y a pas de pilote, alors que Nvidia t'a dit les pilotes sont prêts, etc. Ouais. Mais bon, après, est-ce que c'est vraiment très grave? Aujourd'hui, on a quand même des performances qui sont tout à fait honnêtes. Moi, la question que je me pose plutôt, c'est effectivement AMD aujourd'hui, est-ce que c'est le bon cheval? Puisque tu as quand même des cartes qui chauffent quand même énormément. Là, on voit l'augmentation des performances. Si tu prends la carte qui n'est pas encore sortie, hein, la Vega 2, en fait, elle est à peine plus puissante qu'une Vega 64. C'est-à-dire qu'ils gravent plus finement, donc ils peuvent augmenter un petit peu les fréquences. Mais en termes de puissance brute, on n'est pas beaucoup au-dessus. Alors, ils t'en mettent 2, 4, 8, pourquoi pas 50. Effectivement, ça va te faire la carte, entre guillemets, la plus puissante du monde. Mais voilà, aujourd'hui, ils ont quand même du retard face à Nvidia. Et tu peux aussi te poser la question, est-ce que AMD va continuer à faire des cartes à l'avenir pour Apple? Parce qu'on va en parler après, ils ont un dispositif qui est assez propriétaire au niveau de la partie graphique. Est-ce que ça va être comme le Mac Pro? Est-ce qu'on va avoir les mêmes cartes jusqu'au bout, ou est-ce qu'ils vont vraiment proposer des mises à jour chaque année? Et là-dessus, ils n'ont rien dit. Moi, ça m'inquiète un peu, je trouve. Qu'ils n'aient pas au moins annoncé qu'ils mettraient à jour régulièrement leur pilote. Surtout que c'était déjà la promesse il y a 4 ou 5 ans avec le précédent Mac Pro, souvenez-vous, de l'évolutivité de ce Mac Pro cylindrique avec l'arrivée régulière de cartes graphiques qui ne sont jamais venues. Est-ce que quelque part, Stéphane, on n'a pas un peu là une présomption que l'intérêt financier d'Apple passe d'abord par rapport à l'intérêt des utilisateurs, puisqu'aujourd'hui le leader du marché c'est Nvidia, le meilleur du marché c'est Nvidia, donc on veut proposer la meilleure station de travail graphique, on met du Nvidia, et Apple continue à travailler avec AMD alors que ses concurrents proposent AMD ou Nvidia. Ou alors il y a un contrat caché avec AMD qu'on ne connaît pas et qui les oblige pendant encore 150 ans de travailler avec eux. Je ne sais pas, à moins qu'il y ait des choses qu'on ignore, ça paraît quand même aberrant qu'Apple, qui a toujours été le chantre de l'excellence, de se passer de Nvidia. Maintenant, pour AMD... Surtout quand on a des velléités en matière de réalité virtuelle, de réalité augmentée, qu'on sait que Nvidia a une vraie avance sur ce côté-là. Oui, mais quand on a... Ouais, c'est vrai pour le Mac Pro, c'est vrai que... Même si c'est pas son usage premier. Mais voilà, c'est pas... Voilà. Quand même.
ce On qu'il sent faut bien se dire. quelque chose qui se prépare en coulisses. Mais bon, peut-être que ça viendra du côté de futures puces type enfin les puces de l'iPhone, et que peut-être qu'un jour les Macs seront équipés de ce type de puces-là, mais n'allons pas trop vite. La surprise quand même, Didier, c'est l'arrivée d'une carte accélératrice baptisée sobrement Afterburner. Alors, elle est vraiment conçue pour optimiser pour gérer les flux de vidéo, hein, c'est ça? Oui, bon, après, on peut se dire, tiens, est-ce que c'est parce qu'ils prennent pas du Nvidia qui, des fois, est un petit peu Voilà. meilleur pour le décoding, qui te rajoute ça. D'ailleurs, on en discutait avant l'émission avec Emmanuel, c'est drôle qu'ils aient pas sorti cette carte un peu avant, puisque là, ils ont annoncé que c'est le ProRes RAW il y a quelques mois, ils auraient pu sortir la carte directe, bon, je pense qu'il l'a gardé pour le Mac Pro. Et puis la question, c'est est-ce qu'ils vont aussi la proposer à côté? J'espère, on espère tous, puisqu'on pourrait les mettre dans des petits châssis en externe, comme ça, sur nos MacBook Pro, etc. Après, je pense que Emmanuel en parlera mieux que moi hein, de l'intérêt de ces cartes, mais c'est vrai que l'idée, c'est de fluidifier ton flux de travail, effectivement, voilà, aujourd'hui, il y a énormément de caméras qui shootent avec des codecs non destructifs comme ça et qui coûtent très très cher en ressources CPU, GPU pour le décodage, et d'avoir des cartes dédiées, c'est génial, quoi. Ça te permet de travailler hyper rapidement sans devoir faire des proxys, et c'est vraiment du pur bonheur, je pense, pour tous les gens qui bossent là-dedans. Emmanuel, tu as des pistes sur cette carte accélératrice, donc Afterburner? On parle de RAID, on parle d'Atomos. Qu'est-ce que tu en as pensé et d'où elle sort en gros? Ce que je disais à Didier tout à l'heure, c'est qu'en effet, je pense que il y a une personnalité qui pousse beaucoup ce genre de choses. C'est Atomos, donc c'est Jérôme, le boss d'Atomos, qui a aussi fait partie de l'initiative autour du ProRes RAW. Atomos a aussi signé un accord d'échange de technologies et de brevets avec RAID il n'y a pas très longtemps. Et il est dit aussi, en effet, que cette carte aurait été développée avec RAID, puisqu'on annonce la débayorisation, donc le décodage de ces fameux codecs RAID 8K, et avec le HDR aussi, avec toutes ces technologies-là, en temps réel grâce à cette carte. Il faut quand même se rappeler qu'à l'époque, moi j'avais acheté les premières RAID. Si on voulait bien travailler avec le codec RAID, il fallait acheter une carte qui s'appelait la RAID Rocket, et des fois même il fallait en acheter plusieurs, et c'était des cartes qui valaient 6 000 € à l'époque. Déjà, le prix d'un Mac Pro. Déjà. Ouais. Et voilà. Et la chose qui est assez impressionnante, évidemment, c'est l'alimentation et la puissance électrique qui réclame ce Mac Pro. Hein. Gabriel, attention, tiens-toi bien, 1400 watts. Tu as une idée de ce que ça représente aujourd'hui, une puissance de 1400 watts dans un appartement, par exemple? Honnêtement, non. Ben, J'ai jamais fait de calcul, je pourrais pas dire on si a c'est regardé avec l'ami Wow. Virgile Perron. En gros, ça représente un climatiseur d'une pièce de 420 mètres cubes, quand même. Voilà, ça va consommer. 420 mètres cubes. Ouais, et une grosse tondeuse à gazon, voilà, mais sans le bruit. Hein, enfin, j'espère, on verra le bruit, on aura peut-être la surprise, on va voir dans un instant le système de ventilation. Donc, alors, en tout cas, Apple a complètement revu sa copie en offrant plus de puissance, on l'a vu, mais aussi de modularité à la demande de ses utilisateurs avec un tout nouveau design. Mais avant de revenir sur ce nouveau châssis, place à vos questions Twitter. Stéphane, quelle est la question ou les questions Twitter que tu as sélectionnées cette semaine? Alors Olivier, cette semaine, nous avons sélectionné une question de Rohan, alias 03 Rohan sur Twitter. Donc, pourquoi le Mac Pro n'a pas le code couleur Pro de l'iMac Pro, le gris sidéral, il me semble? Alors c'est intéressant cette question, mine de rien, elle peut sembler futile, le design pour une machine professionnelle, mais on sait que Didier, chez Apple, on aime bien uniformiser les designs, notamment dans les machines de bureau. Et quelque chose me dit que ce design, on pourra peut-être le retrouver dans la prochaine génération d'iMac. Pourquoi il ne ressemble pas à un MacBook Pro? Parce que peut-être c'est ça le futur du Pro chez Apple. J'espère, parce que là, le design, c'est vrai que ça fait du bien de voir un nouveau design. Hein, Ouais. c'est cool. Et c'est rigolo parce que les petits trous, tu sais, un petit peu en relief comme ça avec les différentes couches. Il y a quelques jours, il y a un site comme ça qui a publié une photo. En fait, tu les retrouves sur le Cube qui date de 2000 avec exactement la même disposition. Je pense qu'on pourra mettre les images. Et même si tu remontes un petit peu avant sur les Power Mac G4, sur le dos, en fait, ils avaient déjà fait un petit peu ce genre de design. Tu vois, rien ne se perd Système d'aération, en fait. Hein, c'est chez gris, Apple. ouais. Exactement.
Ouais. Et après, c'est vrai que moi, les Mac Pro, historiquement, alors au début, les Power Mac, ils n'étaient pas très gros, ils étaient en plastique. Après, ils sont passés sur ces châssis alu. Et là, c'est vrai que moi, je trouve qu'ils ont vraiment écouté les pros, en fait, pour faire ce design. Parce que le design, c'est pas uniquement une question d'esthétique, hein, c'est une question de praticité aussi, On y avec revient. ces poignées qui sont vraiment faciles à prendre en main, qui pourront te permettre de pouvoir le raquer carrément. Ils ont montré là, des images pendant la keynote. Et puis, aussi, comment dire, avec les petites roulettes qui permettent de balader les stations. Alors, nous, c'est des trucs qui nous dépassent complètement, mais dans les studios, ils se baladent souvent les configs comme ça et ça évite de se casser les bras. Donc, ils ont vraiment été à l'écoute de leur marché pour faire cette machine. Et le dernier point, c'est vraiment de pouvoir l'ouvrir en entier comme ça, d'avoir accès à 360 degrés finalement à tes composants. Ça, c'est un truc, même sur PC, c'est très compliqué. Souvent, il faut enlever des bouts sur les côtés, il y a des clips à mettre. Là, tu as l'impression qu'en 3 secondes, ça va se faire. Donc, tu parlais de châssis, on en parle, on y revient dans ce prochain chapitre et je pense qu'Emmanuel a des choses à nous dire. Emmanuel, le retour du design et de la modularité, Emmanuel, Didier a insisté sur ce fait. Apple a vraiment écouté ses utilisateurs. On avait vu qu'on avait déjà un système qui permettait d'éjecter le châssis du Mac Pro précédent. Bon, enfin, il n'était pas vraiment modulaire. On retrouve un peu plus l'esprit du Power Mac G5 et du Mac Pro d'ancienne génération. Oui, il y a une ouverture et qu'on va pouvoir changer des choses, mais on nous annonce déjà des modules très propriétaires, Ouais. un nouveau bus propriétaire, un SSD propriétaire. Donc voilà, c'est là où moi je pense qu'ils font une erreur. Je pense, la notion de verticalité de ce côté-là, elle peut être très intéressante quand on utilise les outils Apple. Que ce soit Logic pour les musiciens ou Final Cut Pro pour la partie montage. Maintenant, il y a aussi des pros qui ont besoin de travailler avec d'autres composants hardware et à mettre dans la machine qui, a priori, ça va être un petit peu compliqué, quoi. Alors, pour bien être clair, qu'est-ce qu'on peut changer, qu'est-ce qu'on ne peut pas changer? Donc, on va pouvoir changer a priori la RAM, le CPU, donc le processeur, le GPU, ou les cartes graphiques, le stockage, donc le disque dur, plutôt le SSD. Est-ce que la carte Afterburner sera un standard? Est-ce qu'on pourra l'ajouter? On ne sait pas encore. Il y aura des ports SATA intégrés. Et puis, tu le disais tout à l'heure, Emmanuel, il y a un nouveau port qui apparaît, un connecteur MPX. Et là, c'est vrai qu'on commence à s'inquiéter un petit peu. Connecteur propriétaire Kesako MPX. En fait, bon, c'est surtout fait pour deux choses. La première, c'est sur la partie graphique, de pouvoir sortir du Thunderbolt, donc sur des écrans. C'est-à-dire quand tu achètes une carte graphique dans le commerce, il n'y a pas de Thunderbolt, puisque forcément la carte, elle sort que du HDMI, enfin que la partie vidéo. Donc ça, ce module, en fait, il te permet ça. Il te permet aussi de gérer l'alimentation directement sur le connecteur. En fait, il utilise des connecteurs standards, c'est-à-dire c'est des connecteurs PCI sur lesquels tu peux brancher des cartes de toutes les vidéo. cartes. D'ailleurs, tu vas pouvoir en acheter dans le commerce, ils l'ont dit, il y aura des alimentations. Tu peux mettre jusqu'à 300 watts pour ta carte vidéo. Donc ça, on va pouvoir le faire. Mais là, c'est vrai que ce connecteur, il rajoute un deuxième connecteur à juste à côté, en fait, qui lui va donc prendre en charge le Thunderbolt, qui va prendre en charge l'alimentation. Et ça va aussi te permettre de mettre ces fameuses cartes duo qui consomment énormément. En fait, des cartes sur lesquelles tu as 2 GPU. Et effectivement, c'est un peu propriétaire, mais je dirais que tu n'es pas obligé de les prendre. C'est-à-dire que potentiellement, tu peux mettre celle de base et puis aller te mettre un gros GPU avec un connecteur HDMI dessus. Voilà, en fait, Apple, tu vois, c'est toujours dans leur souci d'aller un petit peu plus loin que ce que propose le marché. Ils se disent, bah voilà, aujourd'hui, on veut te faire quelque chose d'un petit peu plus propre, qui va un petit peu plus loin. Mais la question qu'on ne sait pas, en fait, c'est est-ce qu'ils vont en proposer régulièrement de ces trucs-là, parce que si tu dois changer la carte graphique et que tu perds le Thunderbolt, c'est quand même une grosse perte, par exemple. En clair, il ne faudra pas que la carte vidéo, on sait que c'est important, la carte graphique aujourd'hui de GPU, soit développée spécialement pour le Mac Pro, comme ça a pu être le cas il y a des années, souvenez-vous de l'ADC, du temps du Power Mac et du Cube. Voilà, c'est pas ça, mais on va découvrir encore certainement des choses autour du MTX, mais il y a quand même des inquiétudes à juste titre, comme le soulignait Emmanuel, autour de l'évolutivité et de la modularité espérée de ce Mac Pro, parce qu'il ne serait pas si upgradable que cela, notamment au niveau du stockage, c'est ça, Didier? Oui, alors le stockage, c'est une vraie question parce que là, je comprends pas ce qu'ils ont fait. Alors, en fait, si tu veux, Apple maintenant met des puces T2 dans ses Mac qui gèrent la sécurité, mais qui gèrent aussi le contrôleur en fait des SSD. C'est-à-dire que aujourd'hui, quand tu achètes un SSD dans le commerce, il a son propre contrôleur. Là, Apple, ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent le contrôleur dans la puce T2 et du coup, ce que tu vois sur le site d'Apple, ce sont des modules de mémoire.
donc des modules au format Apple, enfin c'est un format propriétaire, et que tu peux pas acheter dans le commerce, c'est-à-dire que Apple n'en vend pas et personne ne vend ces trucs-là. Et ces trucs-là, tu peux en mettre que 256 Go, 1 Tera jusqu'à 4 Tera, je crois, ce qui est pas du tout beaucoup dans une machine pro. Alors on peut se dire, voilà, les machines pro, elles sont sur le réseau, elles n'ont pas besoin forcément de gros stockage interne, mais bon, il faut quand même installer le logiciel, il y a des fois des caches, il y a pas mal de choses. Bon, ça c'est assez bizarre. Mais c'est vrai qu'après, tu pourras quand même rajouter des SSD externes. Il y a des ports SATA, on l'a vu. Il y a aussi des SSD que tu peux mettre sur les ports PCI Express, donc avec des petits adaptateurs. Par contre, ils n'ont pas mis les ports M2, qui sont un petit peu le standard aujourd'hui pour les disques PCI Express. Là, c'est quand même bizarre qu'ils n'en aient pas mis. Et puis, rien ne te dit que sur toute cette connectique externe, tu pourras démarrer proprement dessus en gardant la sécurité, etc. Donc, c'est vrai que voilà, ils ont encore fait un truc à la sauce Apple. C'est encore un peu plus sécurisé, tout ça. Mais on ne sait pas s'ils vont vendre des modules, je sais pas, tu vois, qui vont te permettre de mettre 12 Tera dedans. Et puis, l'upgrade, bah ouais, il y a des trucs qui manquent. Tu vois, c'est un peu frustrant à ce niveau de prix d'avoir encore des compromis comme ça, même si on peut les comprendre. Hein. Enfin, on peut suivre le raisonnement derrière, mais est-ce que c'était vraiment nécessaire? C'est la vraie question. C'est un peu c'est dommage, d'autant plus dommage qu'on s'adresse à des pros qui ont besoin d'énormément de visibilité pour justifier des investissements aussi importants que des machines comme celle-là dans le secteur pro, Stéphane. Exact. Mais en fait, le truc, c'est que quand on a une carcasse qui peut durer 10 ans, admettons. C'était le cas des Mac Pro avant. Exactement, qui garde 10 ans et qu'on peut se dire il a toujours son Mac Pro chez lui à la maison. Il a plus de 10 ans aujourd'hui. Et donc, en gros, quand on a cette carcasse et qu'on savait qu'on peut mettre tout et n'importe quoi pour les 10 prochaines années, même des choses qui n'ont pas encore été imaginées, parce que c'est un peu ça l'idée, hein. C'est sûr que ils ont intérêt à faire un surplus d'informations et un gros surplus d'informations au moment où les choses vont sortir, parce que là distiller un petit peu tout au long de l'été avant la sortie. Parce que les gens, il faut qu'ils se préparent un peu psychologiquement. Là, ils ont mis le prix. Là, maintenant, ils vont se préparer psychologiquement, dire bon, je le prends pas. Et quand il y aura les informations qui vont arriver sur l'évolutivité, là, ça sera définitif. En tout cas, je l'espère pour eux. On va poser la sortie, c'est plutôt pour la rentrée. On a vu une rumeur, une capture d'écran comme quoi il sortira en septembre. On n'a pas encore vraiment d'infos précises, on verra. On sait qu'ils sont souvent en retard sur les machines pro. Souvenez-vous du Mac Pro qui était annoncé aussi à l'automne et qui est arrivé carrément en décembre, voire en janvier de l'année suivante. Et puis l'iMac aussi qui est arrivé avec beaucoup de retard, Didier. On va peut-être poser la question à Emmanuel. Toi qui as quasiment eu toutes les machines professionnelles d'Apple et investi dedans, est-ce que cette fois-ci tu envisages de franchir le pas ou tu vas attendre peut-être un petit peu d'en savoir plus? Et de refaire une santé financière, j'imagine aussi. Alors, en ce qui concerne mon utilisation, c'est du moment. Je pense que je n'irai pas vers ce genre de solution, même si c'est très tentant d'avoir une machine qui va m'apporter une vraie fluidité sur la partie post-production. Aujourd'hui, je suis plus dans l'optique de me construire une solution hybride basée autour d'un MacBook Pro suffisamment puissant pour avoir une station nomade performante que je pourrais brancher avec du eGPU et du stockage externe quand je vais rentrer à la maison. Mais si j'avais les moyens, c'est clair que je serais très très tenté de. Voilà, j'ai rarement été déçu en fait. Là, on critique beaucoup, on dit c'est trop cher, il y a ça et ça qui est pas bien pensé. Mais pour moi, ils ont quand même une capacité à intégrer les besoins des pros dans ces gammes de produits qui sont, on est souvent déçus parce qu'ils sont pas bien renouvelés, parce que les pros ont été un peu abandonnés au profit des utilisateurs d'iPhone et compagnie. Mais ça reste des outils, des vrais outils de travail et moi j'essaie de pas trop râler. Et tu as vu le meilleur pour la fin, on ne le voit pas sur l'image qui est derrière moi, mais tu as une option pour mettre des petites roulettes, indispensable. mais oui, mais ça, Didier le disait tout à l'heure, c'est loin d'être idiot, parce qu'on va pouvoir justement trimballer une station. Quand on est dans une structure de post-production comme ça, où j'imagine un studio de développement ou un studio qui fait de l'animation, de l'image de synthèse ou des effets spéciaux, c'est pas idiot d'avoir la possibilité de trimballer sa bécane sur des roulettes pour l'amener dans un endroit ou dans l'autre pendant une production, quoi. Ouais, et puis c'est bien, ça montre qu'Apple écoute ses utilisateurs, ce qui n'était pas forcément le cas ces dernières années. Et au-delà,
Il est même possible aujourd'hui de le hacker donc dans les armoires informatiques des entreprises qui se destinent avant tout à acheter ce type de matériel. Avant d'aborder cette fois-ci macOS Catalina en conclusion de cette émission, place aux dernières rumeurs autour des nouveaux produits à la pomme avec le busomètre cher à notre ami Didier. Didier, quelles sont les dernières rumeurs qui ont le plus buzzé, ou info d'ailleurs, du côté du site Mac Forever? On va reparler un petit peu des mises à jour là, qu'on a eues en bêta d'iOS, etc. Et on commence avec WatchOS, où on a appris donc cette semaine qu'elle va bientôt pouvoir se mettre toute seule à jour, cette petite montre. Tu vois qu'elle prend beaucoup de liberté maintenant. Et effectivement, elle pourra donc se passer de l'iPhone. Alors, ça va de plus en plus loin. En fait, depuis qu'il y a le Mac App Store, maintenant, tu peux faire pas mal de choses. On va même pouvoir supprimer les applications par défaut aussi sur l'Apple Watch. Donc, pour gagner un petit peu de place, que la place n'est pas illimitée là-dessus. Deuxième rumeur. Alors, Olivier, tu sais que Apple a racheté un tracker de sommeil, c'était il y a 3 ans, je crois. Il s'appelle Bedit Sleep Monitor. Et en fait, bon, c'est un produit qu'ils ont un petit peu mis à jour, mais on ne savait pas trop ce qu'ils voulaient en faire. Puis, on n'avait pas l'impression que ça évoluait beaucoup. Et là, ils ont lancé du bêta test, ce qui est très rare chez Apple sur des produits en fait internes. Hein. C'est comme s'ils avaient fait ça sur les Powerbeats Pro ou des choses comme ça. Donc voilà, ce truc n'est pas mort. Je ne sais pas ce qu'ils vont en faire. Pour l'instant, il n'a pas super bonne réputation, hein, disons-le très clairement. Cherche bien, regarde ce que j'ai au poignet. Cherche bien. Voilà. L'Apple Watch Series 5 arrive en septembre. Donc voilà, avec un peu plus d'autonomie, on peut la garder. C'est plus compliqué de dormir avec une montre qu'avec un truc qui est tout matelas. Quoi. On va voir. Écoute, peut-être qu'on aura ça. Je vois mal Apple sortir 50 devices, mais on verra. Rumeur suivante, Didier. Alors on reste dans les bêtas, puisque cette semaine aussi on a découvert donc, dans la bêta 2 de tvOS 13 qu'on allait avoir du Picture-in-Picture, donc en prévision évidemment de la sortie d'Apple TV+. Enfin. Donc tu vas pouvoir regarder un film de Jennifer Aniston un peu chiant sur Apple TV+, et puis pendant ce temps regarder les bandes annonces de Netflix. Voilà. Moi j'adore Jennifer Aniston, arrête, c'est ma génération. Je crois que Jennifer Aniston vient de casser le record de Netflix avec le dernier film là, qui est sorti. Ouais. J'ai vu ça, donc voilà, Apple a misé sur le bon cheval, apparemment, elle fait toujours des vues. Elle fait toujours recette, et elle vit très bien, crois-moi. Rumeur suivante. Alors, en 2020, l'iPhone XR n'aurait pas la 5G. Voilà, c'est une rumeur qui est assez étonnante, puisque effectivement, on peut imaginer que d'ici 2020, tu vois, c'est l'année où on aura les premiers iPhone 5G, déjà un petit peu en retard par rapport à la concurrence, bien même sûr. Si la 5G ne sera pas forcément très bien déployée, mais ça va être de se dire, tiens, j'achète encore un appareil cher, comme ça, qui ne serait pas équipé. Donc par contre, il aurait l'écran OLED, ce qui serait quand même pas mal, voilà. Bon, et dernière rumeur, Didier? Et puis, une dernière rumeur comme ça de production. Effectivement, Apple, on a vu des millions transiter pour donc développer ces films pour Apple TV+. Et là, Apple aurait dépensé 30 millions pour 6 petits films. Donc, tu vois, des tout petits budgets. Donc, ils font aussi de la petite production. 30 millions. Pour qu'il y ait petit budget. Pour qu'il y ait des contenus quand même quand Apple TV+ arrivera. Bon, ceux-là, ils seront peut-être pas là au démarrage. Mais voilà, ils prévoient aussi de la petite prod. Hein. Ouais. Allez, retour à présent à macOS Catalina. C'était l'autre grosse annonce concernant le Mac lors de la dernière WWDC. On n'a pas eu l'occasion d'en parler dans cette émission. On va essayer de revenir sur ses principales nouveautés. macOS Catalina, bye bye iTunes, c'est vraiment la principale annonce marquante, Didier, de ce nouvelle version, nouvel opus de macOS. Une disparition de taille, celle d'iTunes, Didier, qui est remplacée par 3 nouvelles applications. C'est bien ça? Oui, tu sais que ça a fait stresser les gens. J'ai des journalistes, moi, qui m'ont appelé, parce qu'ils ont eu des auditeurs qui les ont appelés, des radios, des télés, etc. Et parce que les gens, en entendant ça, en fait, ils ont eu peur pour leur bibliothèque, pour leurs fichiers. Bah oui. Alors qu'en fait, iTunes ne disparaît pas. C'est juste le nom iTunes qui disparaît. iTunes, c'est toujours la même application, sauf qu'elle s'appelle Musique, elle s'appelle plus iTunes. Et il ne fait que la musique. Voilà, ils ont séparé les contenus podcast et puis vidéo sur 2 autres applications distinctes. Et puis, on a la synchronisation donc, qui arrive dans le Finder de macOS. Mais le iTunes reste iTunes, c'est-à-dire tout ce que vous avez acheté pendant des années, l'iTunes Store est toujours là, Apple Music est toujours là. Ça bouge pas. Et d'ailleurs, ça a le même look, il y a les mêmes fonctions. Enfin, on perd quasiment rien. On perd juste un truc. Il y a des gens qui étaient vraiment pas contents de ça. C'est la navigation par colonne. Il y a pas mal de gens qui utilisent ça sur iTunes. Ils l'ont pas remis. Donc voilà, peut-être qu'ils l'ont redéveloppé un petit peu de leur côté, mais sinon ça ressemble à iTunes, c'est quasiment la même chose. Donc Didier, tu peux rassurer Stéphane qui a beaucoup de CD à la maison, il pourra continuer à lire ses vieux CD sur... De quoi Et on peut encore graver. Oui, on peut graver sur Apple Music. De quoi Des CD. Des CD. Je sais pas des CD. Et on peut toujours bien sûr synchroniser son iPhone et son iPad, mais là on sort d'iTunes cette fois-ci, Didier. Oui, on arrive dans le Finder, mais c'est aussi plus logique. En fait, il te le met dans les appareils à gauche.
Et puis surtout, ça t'évite d'avoir cette espèce d'usine à gaz qui se lance dès que tu connectes un iPhone. Là, ça va se faire en tâche de fond. J'espère juste, par contre, pour l'instant, on peut pas trop contrôler vraiment facilement tout ça. Tu sais, voilà, dès que tu branches ton iPhone ou dès que tu es dans la pièce avec le Wi-Fi, faut espérer qu'on puisse un petit peu gérer cette synchro, que ça te prenne pas plein de ressources. Sinon, il y aura du vol de data entre époux. La fonctionnalité un peu star de cette nouvelle version de macOS, c'est Sidecar, la possibilité d'utiliser son iPad comme moniteur externe pour le Mac. Un petit mot peut-être avec Gabriel, parce qu'il n'a pas beaucoup parlé dans cette émission. Qu'est-ce que tu as pensé de cette fonction originale qui permet donc d'utiliser son iPad comme un écran externe et quelque part de transformer, moi c'est mon dada, le Mac en appareil un peu tactile, ou presque? Franchement, je me suis réjoui de voir l'arrivée de cette fonction parce que j'ai eu l'occasion, je crois que c'était d'utiliser Dual Display, Ouais, qui marche très était bien. une application qui permettait déjà de le faire, qui était, je crois, développée par des anciens de chez Apple il y a quelques années. Et puis, c'est vrai, moi qui suis en déplacement, puis qui suis équipé MacBook Pro et puis iPad Pro, donc c'est appréciable de pouvoir étendre son bureau sur un écran supplémentaire qui fait quand même à peu près 13 pouces de diagonale. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est de l'avoir complètement intégré dans le système. Parce que honnêtement, j'ai pas eu l'impression que c'était une Dual Display qui a finalement pas été très connue, mis à part pour ceux qui étaient curieux. Donc, je pense que de l'offrir comme ça, je dirais intégré au système, va probablement, je pense, faciliter son adoption, mais surtout le faire découvrir à beaucoup de gens qui ne le connaissaient pas jusqu'à présent. Donc, pour moi, c'est une simplification qui est franchement bienvenue. Et elle aurait même pu arriver un peu plus tôt à mon goût. Oui, on l'a vu, notamment tu l'as dit avec Duet. Est-ce que ça marche aussi bien que Duet dans la première version de la bêta, Didier? Est-ce que ça va aussi loin? On sait qu'il est vraiment tactile à 100%. La version de Duet, c'est pas forcément le cas de Sidecar, hein. Bah non, parce que tu peux pas, ça marche pas avec les doigts, ça marche que avec le stylet. Mais ça marche avec les doigts si tu fais alors c'est très drôle, si tu fais du scroll, par exemple. Alors bon, peut-être que c'est lié au bêta, peut-être qu'ils mettront ça après. Je dirais que le principal avantage de ce truc, c'est que c'est gratuit. Effectivement, si tu as un iPad, tu le connectes à ton Mac et puis tu pourras étendre l'écran. Après, il se comporte pas vraiment comme un écran, c'est-à-dire que tu as quand même un petit peu de latence. Par exemple, si tu veux le prendre pour faire du Photoshop et puis dessiner dessus, ça marche, mais il y a quand même vachement de latence. C'est-à-dire par rapport à juste un iPad Pro avec un programme dessus, tu vois, on préférera attendre Photoshop sur iPad Pro, par exemple. Ouais. Donc moi j'imagine bien par exemple dans une config d'Emmanuel, tu vois, il a son portable, il a son iPad Pro avec lui, et ben ça lui fait un écran de monitoring qui est super cool. Big transition, Emmanuel, qu'est-ce que tu penses de cette fonctionnalité? Et surtout que ça me permet de revenir sur un point qu'on a oublié, qui est important dans le Mac Pro, c'est que les claviers qui est livré n'est pas équipé de touch bar, hein, donc il reste cantonné aux ordinateurs portables chez Apple. Le tactile, c'est fantastique pour toi. Est-ce que tu aurais besoin de ces fonctions si de temps en temps tu crayonnes ou tu veux retoucher de manière précise tes photos dans Photoshop ou autre? Je pense que oui, pour la retouche d'image, la photo, tout ce qui touche à Photoshop, aux applications Lightroom, DxO, Photolab et compagnie, pouvoir travailler directement sur l'écran, moi je découvre un peu le stylet et l'iPad Pro ces derniers temps, et la version de Lightroom mobile par exemple, avec le stylet, je trouve que c'est un vrai bonheur. Donc avoir ça sur un écran plus grand, je pense que c'est un truc qui est très intéressant. Voilà. Enfin voilà, moi ça me tente. Après, je demande à voir à l'utilisation, mais je trouve ça plutôt excitant. Ouais. Stéphane, à l'absence de touch bar d'une part sur le Mac Pro, l'arrivée comme ça d'alternatives pour avoir, je dirais, des fonctions tactiles ou un écran externe, au moins avec le stylet, pour utiliser un iPad comme écran externe sur son Mac, est-ce que, encore une fois, Apple, doucement, mais va dans le sens de l'histoire? Et doucement. Hein. Dans les usages, oui. Le nombre de fois où on est dans des salles de réunion et que le vidéoprojecteur ne fonctionne pas, on se retrouve à plusieurs sur un ordinateur qui est un écran plus ou moins petit, un 13 pouces, ou un 12 pouces, un 13 pouces ou un 15 pouces. Ouais. Le fait de pouvoir porter une partie de l'écran en mobile et qui peut tourner comme ça à travers, ça donnerait déjà des petites idées. Pour ceux qui travaillent en open space, ou en tout cas ce serait vraiment quelque chose de bien. On va dire oui, c'est le sens de l'histoire.
vraiment, en plus, ça part du principe que les écrans, maintenant, quel que soit l'écran où on veut avoir l'information en temps et en heure. Bientôt, on va l'avoir sur notre iPhone. Je n'irai pas jusqu'à notre montre parce qu'il faudrait peut-être pas exagérer, mais c'est quelque chose qui est très intéressant. Tu parles de l'iPhone, mais une fonction de Dual, c'est qu'on peut utiliser l'iPhone aussi comme écran externe. Bien sûr, mais ce qui n'est pas forcément le cas de Sidecar. Tu as essayé, non? Ça marche avec l'iPad. L'iPad, moi j'ai vu. Ouais, okay. D'autres fonctionnalités pour les lister et conclure cette émission, bien sûr, c'est la matérialisation du produit. Une petite question par rapport justement à cette fonctionnalité. Oui, Gabriel. Le souvenir est bon. Avec Dual Display, il fallait avoir un raccordement avec un câble. Oui. Est-ce qu'on est toujours dans cette configuration avec Sidecar? Non. C'est les deux. C'est avec ou sans fil, c'est ça, Didier? Ouais. C'est une bonne nouvelle. Oui. Ben, c'est ce qui fait que tu as aussi un petit peu de latence, quoi. Tu l'as moins en USB. Voilà. Non, mais c'est sûr. Moi, je sais pas. Je sais que j'ai essayé ça et en gros, avoir son iPad et qu'on peut éventuellement le passer à quelqu'un en même temps qui est à l'autre bout de la table, c'était plutôt pas mal parce que ça m'est arrivé pas plus tard que cette semaine, quoi. Ouais. Donc c'est Didier ce macOS Catalina, la matérialisation du projet Catalyst, convertir facilement des iPad pour le Mac. Tu as essayé, tu as fait quelques tests. Ça marche bien, c'est accessible, c'est une promesse tenue déjà sur la bêta? Oui, en fait, Apple veut ramener un peu des développeurs iOS qui ne s'intéressaient pas forcément au Mac, puisqu'en fait, programmer sur Mac, ça demandait des composants différents. Et c'est vrai que l'iPad, finalement, aujourd'hui, 13 pouces, il commence à y avoir des petits systèmes de fenêtrage, même si c'est encore minime. On se dit qu'on n'est pas très loin d'une application pour Mac. Donc, notamment, je pense qu'ils pensent énormément aux jeux et à toutes ces applications qui sont très faciles à développer. Ou même, tu vois, là, tout ce qu'ils ont fait, eux, le petit panneau pour gérer tes devices, HomeKit. Enfin, voilà, il y a un certain nombre de choses qui pourraient être adaptées très facilement au Mac, donc pourquoi s'en priver? Et puis, c'est vrai que la version qu'on avait vue l'an dernier avec les applications, c'était pas très convaincant. Là, ils vont un petit peu plus loin, ils prennent mieux en charge la souris, les menus et tout. Donc, c'est très tentant, en fait, si tu fais une appli iPad, de dire, tiens, ça me coûte pas beaucoup plus cher de faire les petites adaptations qu'il faut pour qu'elles sortent sur Mac. Et du coup, je pense qu'ils vont avoir plein d'applis qui vont arriver sur le Mac App Store. Par contre, je suis pas sûr que, tu vois, tous les gros, les Office, Photoshop, on n'est pas du tout pour ces gens-là. Pour l'instant, c'est vraiment dans d'autres cas, ce sera bénéfique au monde Apple. On sait que au monde Mac, pardon. On sait que l'App Store fait pas un peu grise mine. Il a besoin d'un petit coup de fraîcheur. Pas mal d'autres fonctionnalités. On pense également aux fonctionnalités d'accessibilité. macOS Catalina intègre un contrôle vocal désormais, comme sur l'iPhone et l'iPad, pour gérer son Mac via une grille, mais uniquement pour l'instant en anglais. Une nouvelle fonctionnalité concernant la sécurité. On parlait de l'Apple Watch tout à l'heure. Maintenant, on peut s'authentifier, c'est ça, avec l'Apple Watch. Grâce à sa montre, on peut... on n'a pas besoin forcément de taper son code. Oui, en fait, c'est surtout pour les ordinateurs qui n'ont pas Touch ID. Déjà, tu pouvais le déverrouiller avec la montre, ça c'est super pratique. Maintenant, on va pouvoir utiliser la montre, donc il faudra quand même faire une petite action, aller cliquer dessus pour valider, par exemple, un mot de passe, etc. Donc la montre, elle devient un petit peu ton sésame, ce qui n'est pas idiot fondamentalement. Moi, j'aimerais bien qu'ils sortent quand même un clavier avec Touch ID. Je ne sais pas s'ils le feront, parce que les claviers sans fil, ça doit consommer un peu. C'est mal parti, cher ami. Je sais pas, le Touch ID, je pense que ça peut arriver quand même. La Touch ID, Bar, oui, mais je pensais plus à la Touch Bar, pardon. Oui, tu as raison. Mais Touch Bar, je sens qu'elle est... Bon, bref, elle va se cantonner encore pendant un moment au MacBook Pro, ou peut-être grandir et devenir un écran tactile, qui sait, on verra. Une fonction, moi, que j'ai beaucoup aimée, c'est ma fonction préférée, c'est localiser mon Mac, parce que ma hantise, c'est perdre tout ce que j'ai essayé. Il y a toute ma vie là-dedans. Donc, je me dis, mon iPhone, je peux le récupérer parce qu'il est branché en 4G. Là, a priori, il permettrait de communiquer avec tous les produits qui sont autour de lui de la marque Apple, et ceux en hors ligne, donc c'est avec des beacons en Bluetooth, etc. Donc, j'ai vraiment hâte d'essayer ça. Pour l'instant, c'est difficile de vérifier. Et puis, une chose qui est plus... je dirais background, mais qui a son importance au quotidien, Didier, c'est les nouvelles modes de partition de l'OS, qui est vraiment une partition dédiée en lecture seule pour d'un côté le système, de l'autre les données, c'est ça? Oui, totalement. Il avait déjà fait un petit peu, c'est-à-dire qu'ils avaient verrouillé en fait la partie système avant. Maintenant, ils se sont dit, tiens, on la met carrément sur une partition dédiée. Je pense que ça a plusieurs avantages. Le premier, c'est qu'effectivement, ça évite de faire des fausses manips, forcément, et puisque c'est bloqué vraiment sur la partie système et tu as de la liberté sur tes données, c'est beaucoup plus clair aussi pour l'utilisateur. Puis aussi pour les sauvegardes, on peut dire, tiens, je sauvegarde mes données d'un côté, tu vois, la partition au système, elle est un petit peu plus figée. Donc voilà, en fait, il y a plein de choses que fait Apple comme ça en background, que l'utilisateur ne voit pas forcément, mais qui derrière apporte énormément de choses finalement dans les usages et dans les applications pour faire des sauvegardes, etc. Donc c'est très bien qu'ils fassent des choses comme ça. Évidemment, je précise que tu peux faire quand même sauter cette protection en désactivant SIP, tu sais, la protection au démarrage.
Voilà, donc tu pourras quand même écrire sur la partition système si tu es développeur, si tu as envie de jouer un petit peu avec Voilà. le feu, quoi. Et le meilleur pour la fin, je ne sais pas si c'est le meilleur pour la fin, en tout cas c'est une fonction qui était très attendue. On sait qu'on reproche beaucoup au cloud d'Apple d'être pas aussi performant et ergonomique que les versions concurrentes, on pense notamment à Dropbox. Eh bien le partage de fichiers avec Cloud Drive est enfin disponible, donc on peut partager via un simple lien désormais un fichier et l'envoyer par mail. Peut-être le mot de la fin avec Gabriel, c'est des usages vraiment qui se sont généralisés. Apple a vraiment mis du temps à les adopter. Est-ce que toi, ça y est, tu l'as adopté à Cloud Drive ou tu fais toujours confiance à Google ou à Dropbox pour ce type d'usage, voire WeTransfer? Alors, j'ai un usage qui est un petit peu mixte, essentiellement basé entre le cloud d'Apple et puis comme deuxième cloud, celui de Microsoft avec OneDrive. Ouais. Et jusqu'à présent, quand je vais vraiment faire du partage de fichiers, je partageais à partir du OneDrive. J'ai jamais été un fan du Dropbox. Et encore moins, je dirais, de Google Drive. Donc, pour moi, l'arrivée, je dirais, de la fonctionnalité de partage fichier, qui était vraiment la plus grosse faiblesse qui restait dans le service fichier cloud de Apple, est une extrême bonne nouvelle. Et je pense que ça va probablement me faire prendre encore plus de distance avec tous les services que j'ai cités. J'étais déjà très content il y a quelques années. Alors, on aurait pu espérer que ça vienne plus vite, mais j'étais très content de voir arriver l'approche fichier. Et puis maintenant, j'ai quasiment tout que je ne partage pas, qui est synchronisé au niveau d'iCloud Drive. Donc, pour moi, c'est une excellente bonne nouvelle et ça va me permettre de simplifier mon organisation aussi. Juste un dernier petit mot, je vais vous quitter. Oui. Donc, beaucoup de plaisir et puis je vous souhaite une excellente continuation pour l'émission. Merci Gabriel. Et puis quand tu viens sur Paris, n'hésite pas à venir nous faire un petit coucou. On serait ravis de te montrer notre studio ici à 42. Allez, on passe directement au coup de cœur. Les coups de cœur, et cette semaine on commence avec Didier. Alors Olivier, on est dans le monde Apple, donc mon coup de cœur de temps en temps c'est un adaptateur, forcément. Non, et mauvaise langue. Et il y a Anker là, qui m'a envoyé il n'y a pas très longtemps un petit adaptateur. Anker. Alors il y a beaucoup de gens qui vont dire que c'est inutile. En fait, ça te permet de brancher des câbles Lightning sur de l'USB-C. Donc par exemple, si comme moi, Emmanuel, tu fais du montage vidéo, tu as besoin du filaire, le sans fil, il y a encore de la latence. Tu fais de la musique par exemple, et du coup ça te permet de brancher par exemple les casques qu'ils te fournissent avec l'iPhone sur ton Mac, sur ton iPad Pro, etc. Ouais, ça va être très utile, effectivement. Ah oui, bien sûr. Ça marche sur Android aussi, donc tu peux brancher un casque d'Apple Lightning. Et ça vaut cher ? Un appareil Android. Je sais plus le prix, mais tu le mettras en description. On mettra en description. Merci Didier. De ton côté, Emmanuel, quel est ton coup de cœur cette semaine ? Alors, mon coup de cœur, je vais essayer de le montrer en image, ça serait ça. Alors, qu'est-ce que c'est ? Un iPad avec un disque dur ? En fait, l'annonce de l'arrivée de iPadOS avec le support des stockages externes me fait saliver en tous les cas et je suis très excité à l'idée de pouvoir faire enfin du montage en connectant des disques externes. J'ai déjà commencé à expérimenter pas mal en photo l'utilisation de l'iPad Pro pour pouvoir faire des petites retouches vite fait sur le shooting pour montrer des choses aux clients. Je trouve que c'est une belle avancée d'Apple de différencier iOS, iPhone et d'avoir un OS un peu plus spécifique sur l'iPad pour une utilisation plus pro. Je trouve ça vraiment très très cool. Du coup, je vais pouvoir brancher mes rugs de Lassie et autres systèmes de stockage pour travailler. Merci. Et oui, il faudra qu'on consacre une émission à l'iPad Pro et on a vu qu'il y a d'excellentes solutions pour monter maintenant qui arrivent sur l'iPad Pro et des futures versions qui pourront même monter avec toujours plus de pistes. Donc c'est assez vraiment intéressant. Donc côté Stéphane, ton coup de cœur. Alors, j'en ai deux rapides. J'en ai un rapide qui est une série. Ça fait longtemps que je vous ai pas présenté une série qui s'appelle Tchernobyl, qui est sur OCS, qui raconte ce qui s'est passé dans les années 80 en Russie. De l'autre côté du rideau de fer. Voilà, exactement, où tout s'était arrêté à la frontière française par magie. Le nuage n'est pas passé la frontière. Voilà, non mais c'est arrêté à la Suisse. C'est une des séries les plus captivantes que j'ai pu voir ces derniers temps, donc je vous encourage vraiment à le voir. Non, le grand coup de cœur. Donc la semaine dernière, il y en avait un grand. J'ai eu beaucoup de retours sur mes lunettes. Tout le monde a voulu me les prendre. Les lunettes Bose. Les lunettes Bose, avec les enceintes intégrées, c'est ça. Et donc là, maintenant, il y a un autre truc qui va changer un peu peut-être la vie des gens, surtout quand on voyage.
c'est que l'eSIM d'Orange est enfin disponible depuis 2 semaines, et j'ai pu la tester en long, en large et en Sur travers l'iPhone. sur l'iPhone 10R, 10S et 10S Max. Ouais, t'es bien équipé. Je l'ai pas fait j'ai fait que sur le 10S. C'est déjà pas mal. Voilà. Et donc, comme par magie, je mettrai la petite capture d'écran, et il y a 2 opérateurs. Donc l'opérateur en eSIM avec lequel on peut rester sans SIM sur son téléphone, bien évidemment. On peut rajouter une SIM du pays qu'on visite qui n'a pas obligatoirement de forfait, on n'a pas obligatoirement de forfait data. Donc en gros, on peut garder son compte WhatsApp et compagnie. Donc c'est vraiment quelque chose qui était Attendu. qui était très attendu, Oui. qui avait été annoncé il y a plusieurs mois de cela. Donc en France, je sais qu'en Suisse, Didier, il y avait déjà 2 opérateurs qui avaient déjà passé le cap. Nous, on en a enfin un, on va en avoir sûrement d'autres qui vont se mettre. Moi, je l'avais déjà, le double opérateur, mais j'avais 2 SIM. Ça avait une version chinoise. Une version chinoise du 10S Max, donc j'étais un peu habitué à voir ce type de choses, mais c'est vraiment quelque chose qui va un peu changer Donc la vie des gens. On peut imaginer donc avoir sa ligne personnelle et professionnelle. via le eSIM par exemple, et la ligne professionnelle mettre la carte que file votre Exactement. employeur, ou si vous allez comme tu disais à l'étranger. Exactement. C'est plus pour ce cas-là, pour ça, mais quand on arrive et qu'on débarque à l'aéroport, on choisit un opérateur local. et c'est Par contre, vraiment. moi, tu vois, j'ai eu un souci, Stéphane, c'est, je trouve que c'est pas très simple quand tu veux changer ta carte de téléphone, parce qu'il faut faire plein de manips. C'est-à-dire que c'est plus comme avant où tu changes juste ta carte SIM d'un appareil à l'autre. Ouais. Là, il faut aller faire des trucs sur le site. Des fois, c'est payant suivant les opérateurs. Des fois, il faut même les appeler. Et Alors, si par exemple tu te fais voler ton téléphone, ça Ouais. peut être assez problématique le temps pour récupérer ta ligne en fait. Alors je précise quand même que c'est une première. Donc en gros, les premiers essuient les plâtres. Je les ai un peu essuyés, je peux vous l'avouer. Maintenant, ça se passe très bien. Mais en gros, je vous déconseille d'activer à partir de 21h le soir, quoi. Parce qu'il y a de très grandes chances que vous n'ayez pas de téléphone avant 8h du matin. Oui, ça met un peu de temps que Donc voilà, donc en gros, faites ça en journée, mais c'est vrai que ça change un peu les choses. Et comme là, ce sont bientôt les vacances, oui. je pense prévenir que guérir. Je pense que ça vaut peut-être le coup. Ça peut être aussi utile parce qu'il y a souvent des zones où il n'y a qu'un seul opérateur qui passe bien avec la 4G, par exemple. Donc voilà, et d'autres entre le zone de travail, voilà. Donc et on sait qu'on peut parfois se contenter de différents de forfaits plus réduits, mais il faudrait que tous les opérateurs s'y mettent pour pouvoir répondre à cette promesse. Et c'est très pour l'instant, simple. il y a qu'Orange, quoi. Et c'est très simple, c'est-à-dire qu'en gros, vous demandez juste un changement de carte SIM et vous demandez quel type de carte SIM vous souhaitez et vous demandez une eSIM plutôt qu'une nano ou une micro SIM. Voilà. Merci Stéphane. Je vous en prie, cher Olivier. Mon coup de cœur de mon côté, regardez, je l'ai là. Qu'est-ce que c'est? Mais bien sûr, c'est un casque. C'est la saison avant l'été. Tout le monde se met à sortir des casques. C'est le dernier casque à réduction de bruit de Jabra, le Jabra Elite 85H. Son point fort, c'est d'abord son autonomie. 36 heures à la réduction de bruit activé, donc c'est vraiment remarquable. En gros, si vous empruntez quotidiennement les transports en commun et si vous avez environ 2 heures de trajet, vous ne chargez qu'une fois par semaine. Voilà, il dispose même d'un mode recharge rapide. On en a fait l'expérience avant le début de cette émission et en 5 minutes, vous disposez de 5 heures de batterie. J'ai bien aimé également l'application mobile pour le configurer, le mettre à jour et régler le niveau de réduction de bruit. Ce qui est assez pratique, par exemple, c'est qu'il adapte le niveau de bruit réellement au bruit ambiant, de sorte que si vous êtes dans la rue, vous entendez des voitures arriver, lorsque vous le traversez, vous n'avez pas besoin de moduler à la main. En revanche, il est plutôt imposant, je craignais qu'il soit trop lourd, mais il est assez imposant. Regardez, alors, si vous êtes un peu comme moi, voilà, un peu dégarni, je trouve que c'est ça, surtout en version crème, ça se voit assez. Et c'est une question de goût, moi, je trouve que c'est un peu imposant. Par contre, j'avais peur qu'il soit trop lourd. Il est très, là, j'entends plus rien avec la réduction de bruit. Il est très confortable et c'est un bonheur en termes de confort et d'isolation. Vraiment, c'est très bien. Ça s'appelle le Jabra Elite 85H et son prix 299 €. Voilà, c'est la fin de ce 339e épisode d'On refait le Mac. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour notre prochaine émission. Stéphane, Didier, Emmanuel, vous revenez quand vous voulez. Avec plaisir. Toujours avec plaisir. Avec grand plaisir. J'espère que tu seras avec nous quand on aura la possibilité de mettre la main sur un Mac Pro. Et pour être prévenu en temps réel de la mise en ligne de l'émission, je vous invite à vous abonner à notre chaîne en cliquant sur le petit bouton. N'oubliez pas de cliquer également sur le petit pouce et la petite cloche pour être prévenu par notification d'une émission en ligne. Merci encore pour votre fidélité et à la semaine prochaine. Au revoir.